Amis internautes, bonjour. Et je suis ravi de refaire une émission avec vous aujourd'hui, d'autant plus que je n'avais pas prévu de la faire. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est trop bête, j'ai le temps, il y a moyen d'en faire une, allons-y. Et j'ai fait comme avec Jean-Pierre Pernaut, hein, il suffit d'appeler un ami. Et celui-ci arrive et me dit, mais oui, bien volontiers, aussitôt avec son accent belge. On va vous le présenter tout à l'heure. Vous le présentez, non, même pas, parce que vous le connaissez plus que moi, vu toutes ces actions, notamment concernant la crise Covid et la maltraitance des personnes âgées. Juste avant de le faire venir, je vous donne une petite information. Rendez-vous pour le 13 mars 2025 devant le siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament, place Pleyel à Saint-Denis. On y sera de 11h à 17h avec plusieurs victimes reconnues ou non reconnues de ces fichus d'injection que vous connaissez. Ça, c'est le premier rendez-vous, le 13 mars. Deuxième rendez-vous, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez venir me soutenir, m'épauler quand je vais passer au Conseil national de l'Ordre des médecins dans le 17e, côté Courcelles, au siège du CNOM. Alors, ne criez pas sur le CNOM, hein, il se contente juste de répondre à ma demande d'appel, puisque j'ai fait appel de la décision du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Lille, qui m'avait, il y a 2 ans, qui m'avait condamné à 3 mois d'interdiction d'exercer du fait de mes vidéos sur le port du masque, du fait de vous en avoir alerté. Jamais je n'ai regretté ce que j'ai fait parce que j'ai reçu notamment de votre part énormément de remerciements pour vous avoir fait sortir de la torpeur. Donc j'en suis absolument ravi. S'il fallait refaire, je le referai, mais peut-être avec des précautions pour pas me mettre autant en danger. Ceci étant, l'appel va avoir lieu le 4 avril à 10h45, 10h45 si j'ai bonne mémoire, au siège du Conseil national de l'Ordre des médecins. Soyez-y les bienvenus. On aura sans doute du monde et on prévoira de se faire grandement plaisir tous ensemble. Voilà pour les petites annonces. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vous laisse juste avec un petit générique de documentaire et après, on discute avec notre invité. Et ben voilà, d'où je viens, je viens du commissariat de police de la région de Mons en tant que médecin. Une dénonciation de ma part a été réalisée donc en janvier 2024. Un gentil policier m'a auditionné aujourd'hui à la demande de monsieur le procureur du roi sur évidemment la maltraitance des personnes âgées, sur le fait qu'il faut aider et protéger tout personne âgée en détresse, en souffrance, en danger. En tant que médecin, il n'y a pas que le serment d'Hippocrate, il y a aussi le code pénal. Allez, viens mon David, viens ici tout de suite mon ami, je t'attends dans l'émission. Bonjour Eric, bonjour en tout cas et merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est Lagardère qui vient à toi, puisque tu es venu un jour à Lagardère à Mons. Hein, donc, voilà, tout à fait. Tu es venu te voir effectivement dans tes locaux, Fondation Lagardère. Hein, tu ne viens pas aux soins, les soins viendront à toi. Et bravo à toi pour tout le travail que tu effectues depuis le dernier moment où on s'était vu chez toi, il y a déjà quelques années avec Anne-Marie Yin. C'était vraiment un régal d'être à tes côtés. Et surtout, ce qui est un plaisir, c'est de voir le travail que tu effectues jusqu'à ce documentaire qui est juste époustouflant parce que c'est du concret, c'est du vrai, c'est pas du chiffre sur lesquels on peut faire dire n'importe quoi sur la décrépitude de la situation sanitaire en France, en Belgique. C'est des témoignages et des témoignages qui sont très poignants. Dis-moi comment c'était venu cette idée de faire ce documentaire dont on verra quelques extraits. Ben, le problème, c'est que pour gagner en justice,
parce qu'on a eu quand même beaucoup d'audience qu'on a perdu. Pour gagner en justice, il faut donner la parole aux victimes, que ce soit pour les injections ou que ce soit les personnes âgées. Il faut donner la parole aux personnes qui n'ont pas eu cette chance d'être pris en charge, d'être soignés et qui sont décédés ou qui sont avec maintenant des maladies graves. Donc, j'ai tenté d'écrire un livre, mais ça n'a pas été. Ça prend beaucoup de temps, il faut faire beaucoup de démarches. Par contre, j'ai eu la chance. Ça, c'est la chance qui a fait que sur mon chemin, j'ai croisé donc cet homme de cœur qui est Gilles Bréac, qui a déjà fait un film antérieurement. Et je lui ai expliqué ce que je voulais. Il a entendu, il ne pensait pas que ça allait aller aussi loin, mais c'était donner la parole aux victimes sans préparer de documents, sans préparer rien du tout. Il avait sa caméra, son micro, et on pose une question, que s'est-il passé? Et il raconte alors leur histoire, leur dramatique histoire, pour que la justice, pour que la société comprenne que quand un médecin refuse un soin ou un hôpital à son médecin, à son patient qui connaît peut-être depuis plusieurs années, mais c'est quand même grave de dire « je ne viens pas » ou « tu ne viens pas ». Donc, ce sont des personnes âgées qui ont une confiance en leur médecin de famille et pendant cette crise sanitaire, cette personne âgée a entendu au téléphone la réponse terriblement, vraiment dramatique, horrible, c'est que vous restez à la maison, vous prenez du paracétamol et je ne viendrai pas et il est inutile de venir à mon cabinet et même il est inutile d'aller aux urgences, vous restez à la maison, un petit peu comme le pape aujourd'hui, c'est-à-dire avec une pneumonie, avec une septicémie, avec un paracétamol qui ne fera rien, si ce n'est abréger une vie qui aurait pu encore être longue et heureuse. Voilà, on en est pendant cette crise sanitaire. C'est l'horrible vérité qu'on a refusé de soigner nos aînés en 2020 pour des raisons évidemment financières, sûrement pas pour des raisons médicales. Alors, il y a un terme qui revient assez souvent dans ce documentaire, c'est le mot de dignité. C'est un terme qui a même été assez souvent galvaudé par des associations qui se prétendent agir pour la dignité, mais qui en fait sont surtout là pour se débarrasser des personnes un peu encombrantes. Moi, en tout cas, je le considère comme ceci. C'était important pour toi d'insister sur ce terme de dignité. On va rappeler ce que c'est. Hein. Peut-être une définition de la dignité. Hein. C'est le respect inhérent à toute personne. C'est-à-dire que dès qu'on est un être humain, on a une dignité, mais quel que soit notre état. Bon, ça ne dépend absolument pas de notre état, qu'on soit bien portant, qu'on soit dans un lit d'hôpital, qu'on soit en réanimation, inconscient ou handicapé, polyhandicapé, physique ou mental. On garde une dignité. Qu'on soit Alzheimer profond et qu'on se fasse pipi sous soi, on garde une dignité d'être humain. Parce que souvent, les gens confondent avec de la décence. Hein, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut surtout pas confondre les deux choses. La dignité est inhérente à l'être humain. Et donc, comme c'est venu plusieurs fois, je pense que ça a aussi son sujet d'importance, y compris pour toi, mais aussi pour les personnes que tu as interrogées. Mais Eric, d'abord, je voudrais quand même rappeler que je suis content qu'on soit ensemble aujourd'hui, parce que tu es quand même médecin aussi. Donc, ça veut dire que le mot dignité pour un médecin, ben c'est une vocation. C'est même pas quelque chose qu'il faut apprendre sur le terrain. C'est quelque chose qu'on a dans le sang. Or, ce mot dignité, il est partout. Il est dans les codes de déontologie journalistique, avocat, magistrat, médecin. Il est partout, cette dignité. Elle est partout, cette dignité, pardon. Et elle est quand même le premier article concernant ces droits fondamentaux qu'on ne parle pas assez aujourd'hui. Donc, cette charte des droits fondamentaux, ben, l'article numéro 1, c'est la dignité humaine. L'article 2, c'est le droit à la vie. Et l'article 3, c'est le respect, c'est le droit à l'intégrité physique et morale. Donc, quand on a ces trois articles, ben, on doit se battre, évidemment, pour que chaque personne, qu'elle soit jeune ou âgée, qu'elle soit en bonne santé ou malade, comme tu viens de le dire, des moments où il y a une souffrance, des moments où il y a une détresse, des moments où la personne a besoin d'aide et de protection, mais ça devient naturel d'aider, de soigner, de prendre en charge. Donc voilà ce mot dignité, pourquoi il apparaît beaucoup dans le film, parce qu'à chaque témoignage,
ces personnes se sont vues voir un refus de soins, jusqu'au point, comme le monsieur de 100 ans, jusqu'au point où on décide même de dire « tu vas mourir ». Tu as une infection, pneumonie, septicémie, et sans avoir rien tenté, sans avoir fait même ne plus que des examens de base, hein, on va dire, tu as 98 ans, tu as 98 ans, eh ben, tu as une pneumonie, tu vas mourir. Le prêtre est déjà averti. Le médecin traitant ne fait rien. L'hôpital encore moins, puisqu'à ce temps-là, on ne pouvait pas envoyer les personnes âgées aux urgences. Et donc, ce monsieur allait mourir dans une asphyxie terrible par manque d'oxygène à cause de cette pneumonie. D'ailleurs, en France, il y a eu ce Rivotril pour cette raison-là. Et quand on m'a appelé à Bruxelles, comme on m'a appelé dans tous les cas qui sont dans ce film, c'est de dire, mais avant de dire la vie est terminée, le combat est terminé contre cette infection, ben, faisons quand même une prise de sang, prenons quand même les paramètres et regardons un petit peu ce qu'on peut faire, puisque le médecin généraliste a quand même autour de lui, à domicile, beaucoup de décisions à prendre, l'oxygène, des antibiotiques en intraveineux, en perfusion, on peut faire de la cortisone, on a beaucoup d'éléments, et dans le film, on explique bien que David, il tente un début de traitement. On voit que dans la prise de sang, l'indicateur d'infection est très élevé. Oui, on appelle ça le CRP. On ne rentre pas dans le détail, mais le CRP est un indicateur d'infection. Et c'est vrai que si maintenant la personne elle a 400, comme dans le film, au lieu de 5, on se dit, aïe, 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 il y a une grosse infection dans le sang. Oui, si on ne fait rien, il va mourir, effectivement. Et bien voilà. Et donc, c'est tout cette décision sous ma responsabilité, parce que c'est quand même pas tout près de Mons. Eh bien, il a eu donc ces antibiotiques en intraveineux, il a eu cette cortisone, il a eu cet oxygène. Et à 98 ans, qui était un homme qui était condamné à mort par son médecin traitant et par le prêtre, eh bien, il a fêté ses 100 ans au mois d'octobre. Donc, il est toujours vivant 2 ans après. Donc, c'est pour te dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais de grâce, un généraliste, un spécialiste, un hôpital, on peut toujours combattre la maladie de manière efficace plutôt que de baisser les bras ou d'entendre une doxa qui dit quand vous avez la Covid, vous allez mourir, comme on l'entend dans ce film, jusqu'à abandonner les patients. Tu as tout à fait raison, David, de parler du médecin généraliste qui doit rester la première ligne et l'hôpital ou le spécialiste quand la situation déborde. Oui. C'est comme ça que ça devrait aller en règle générale. Mais cependant, on a l'impression, en écoutant ce documentaire, en regardant un peu, et on va passer peut-être le témoignage de Huguette, on a l'impression que cette première ligne de défense qu'est le médecin généraliste, elle a pris l'eau de toutes parts, et que la crise Covid, sans doute, a fait en sorte que ce premier rempart pour la santé des patients ne joue plus tout à fait son rôle. Donc, on va écouter ce que nous dit Huguette par rapport à ce qu'elle a vécu avec son médecin généraliste, et puis après, je te laisserai commenter. Oui. Huguette, et écoutons ce témoignage plein d'émotions, puisqu'elle a perdu son mari dans des conditions de privation de soins. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il est décédé à l'hôpital, et elle ajoute avec tristesse cet enterrement sans la moindre dignité. Huguette, bonjour. Bonjour David. Voilà, donc on va un petit peu raconter cette histoire triste mais dramatique en 2020, oui. Quand Fernand a présenté cette fameuse maladie Covid avec complications. Oui. Est-ce que tu sais un petit peu raconter ce qui s'est passé donc en cette fin d'année 2020? J'ai appelé le docteur parce qu'il ne se sentait pas bien. Il était vraiment mal dans la peau, il transpirait, mais il n'avait toujours pas de température. J'ai appelé le médecin n'a pas daigné se déranger. Elle m'a répondu directement, venez chercher une ordonnance. Je lui ai donné ça. Je dis, comment vous n'avez pas ausculté? Comment peut-on prescrire quelque chose si on ne voit pas le patient? Elle m'a dit, si, ça va aller. Biclar et Dafalgan, ça va aller. Ça a passé une semaine. Au bout d'une semaine, c'était encore la même chose. Je l'ai rappelé. Elle a rendu du Biclar. Toujours le même principe.
Et ça a continué à rester comme c'était, quoi. Et puis, la 3e semaine, je l'ai rappelé en lui disant, maintenant, Fernand commence à tousser. Fernand tousse et me fait penser à quand il a eu sa pneumonie il y a 3 ans. Mais non, c'est une idée que vous avez. Envoyez votre jante, je vais lui donner encore l'ordonnance. À chaque fois, ça faisait 20 €, mais sans avoir ausculté le patient. Et après, 3 jours après, je l'ai rappelé parce que Fernand faisait de la température. C'est la 4e fois. Oui, la 4e fois. Je l'ai rappelé parce que Fernand faisait 39,5 de température. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Et puis, il a monté presque à 40. Elle n'a pas voulu. Elle a dit, vous n'avez qu'à l'hospitaliser. Point barre. Je ne me dérange pas. J'ai dit, en tout cas, je vous remercie. Et c'est là-dessus que je t'ai appelé. J'ai appelé David. Et David est venu tout de suite. David a fait ce qu'il fallait, mais on a dû lui mettre l'oxygène. Et son état s'est aggravé encore plus. Et là, on l'a mis 3 jours en clinique et c'était fini. Trop tard. Voilà. Trop tard. Trop tard. J'aurais peut-être dû t'appeler en premier au lieu de la faire venir puisque c'était le docteur. Et voilà. Mais non. Mais Huguette, quand je suis venu la première fois, et c'est ça qui est important à travers ce film, c'est qu'on se déplace, on prend les paramètres, Bien sûr. on fait une prise de sang. Et on a vu que l'infection était très élevée puisqu'elle était presque à 100 au lieu de 8. Ah oui. Donc, il avait une grave infection, une septicémie et une pneumonie. Et je pouvais même t'appeler de la nuit, tu étais toujours présent. Alors, on va arrêter là pour cet extrait. Oui. Je vais te laisser le commenter, mais alors on va pas faire une généralité, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un cas comme celui-ci que tous les médecins généralistes ont agi de la même façon, mais il est clair que nous avons tous entendu des situations de ce style en disant, vous avez le Covid, restez chez vous, je peux rien pour vous, prenez du Doliprane et si ça va pas, si vous étouffez, allez aux urgences, hein. On a tous des témoignages de médecins généralistes qui, étonnamment, ont abandonné leurs patients à leur situation de santé. Mais Eric, je vais te répondre tout de suite que tu as 1000 fois raison, mais c'était quand même la communication officielle du gouvernement et des experts qui étaient responsables de cette gestion de crise. Des moments où il y avait Covid, on devait rester chez soi avec du paracétamol, avec ou sans symptômes. Et l'horreur que ce film traduit aussi, c'est que des moments où on a la pneumonie, où on a l'infection, on a la complication de la Covid, parce que je dis toujours aujourd'hui que personne n'est décédé de la Covid, ce sont tous des décès liés aux complications de la Covid, comme une complication d'une grippe. Le problème, c'est qu'avec une pneumonie, ils étaient toujours à domicile sans la moindre prise en charge. Et quand on entend dans le film une personne âgée qui a, pendant plusieurs semaines, un antibiotique, un seul antibiotique, même à renouveler l'antibiotique, ce monsieur n'a pas eu de prise de sang. Donc, on ne sait pas dire quelle était la gravité de l'infection dans le sang, alors que quand on va aux urgences, c'est la première chose qu'on fait, c'est une prise de sang. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais quand je suis arrivé 4 semaines après au domicile, en ayant effectivement cette pneumonie, septicémie, et que je fais pour la première fois donc chez ce monsieur une prise de sang et qu'il a 100 de CRP au lieu de 5, c'est-à-dire 20 fois la norme avec des problèmes respiratoires, avec des problèmes d'oxygénation, mais il n'y avait plus qu'une solution. L'oxygène n'était pas assez fort à domicile que pour être utilisé, mais il fallait l'envoyer à l'hôpital parce qu'il allait souffrir, il allait mourir de toute façon d'une mort horrible. Alors donc évidemment, on prend son téléphone, on téléphone aux urgences, on dit voilà, monsieur va arriver, et là il a été pris en charge, et malheureusement il était trop tard, il est décédé de privation de soins pendant 4 semaines. Mais derrière cet témoignage, on entend quand même bien qu'il y a eu des ordonnances, des prescriptions qui ont été délivrées sans examiner le patient. Donc moi, je n'incrimine personne, mais c'est le patient lui-même qui explique de quelle façon ça s'est passé. Donc des prescriptions ainsi d'antibiotiques sans savoir si ça marche pas, l'évolution et tout. Et alors, deuxièmement,
il y avait, pendant cette crise sanitaire, l'instauration d'une consultation par téléphone qui n'existait jamais avant. Donc, ça a été instauré en 2020. C'est-à-dire que quand on téléphonait à son médecin traitant, il pouvait encoder une consultation à distance de plus de 20 €. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a 20 € d'un côté, il y a 20 € de l'autre. Et donc, sans examiner le patient, sans avoir un diagnostic précis et qui, quand même, aboutit au décès, il y a quand même de l'argent, il y a quand même des consultations par téléphone. Et en février 2025, cette consultation téléphonique a été arrêtée en Belgique, donc pour des raisons financières, parce que ce sont des millions d'euros qui ont été dépensés pour simplement dire au téléphone je ne viens pas, ou reste à ta maison, ou fais ci, fais là. Mais c'est grave, je trouve, et je le dis au nom de ma liberté d'expression et par l'expertise que nous avons. J'estime qu'en tant que médecin, c'est très grave de dire au téléphone de rester ou de ne pas rester, ou de prendre ceci ou de prendre cela, sans avoir un diagnostic. Est-ce qu'on peut se permettre, en tant que médecin, on a quand même des vies entre nos mains, est-ce qu'on peut se dire que par téléphone, on peut faire un diagnostic alors qu'on doit prendre normalement la saturation, on doit prendre la tension, on doit ausculter, on doit écouter ce qui se passe. Tu le sais comme moi, on est médecins tous les deux, on ne sait pas faire un diagnostic sans une consultation médicale complète et précoce, surtout dans une pandémie, comme ils appellent ça, dans une infection qui était quand même assez, je vais dire, meurtrière pour les personnes âgées. David, nous avons à peu près le même âge et donc à peu près le même type d'expérience en décennies, on va dire. Oui. Est-ce que tu as… Alors, il va y avoir deux questions en une. Est-ce que tu as vu une nette différence avec le début de ta pratique médicale en ce qui concerne la prise en charge des patients en soins de ville? Et deuxième chose, est-ce que tu as des contacts avec les jeunes praticiens actuels, tes collègues? Et est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu sens de leur part une ouverture à une vraie médecine hippocratique, ou est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt des gens qui se sont transformés en distributeurs de médicaments et en tiroir-caisse? Je suis un peu brut dans mes questions, mais voilà, comme ça, les choses sont claires. Non, et surtout, c'est flagrant par rapport aux personnes âgées à domicile. Non, justement, moi, je constate une différence, puisque j'ai quand même 35 ans de pratique. Donc, un patient âgé appelle au secours, on examine, on réalise une consultation médicale en présentiel. Donc, on va vers la personne âgée si elle ne sait pas se déplacer. Et le médecin généraliste, comme je l'ai expliqué dans le film et comme je l'explique encore maintenant, avec une consultation complète dès les premiers symptômes, aidé par une prise de sang, aidé par l'un ou l'autre examen. Qu'est-ce qu'on veut en tant que médecin? On veut, avec empathie, avec bienveillance, avec je vais dire, l'écoute du patient, c'est de respecter son serment, parce que le serment d'Hippocrate, c'est ça, c'est essayer de prendre en charge des personnes qui sont en souffrance, en détresse, qui ont le droit à la vie, qui ont le droit à la dignité. On ne parle pas de traitement dans le serment d'Hippocrate. Or, la nouvelle génération de médecins, comme les infirmières, entre parenthèses, elles sont tellement, je vais dire, opprimés, je dis bien opprimés, par cette bureaucratie, par l'administration. Ils ont des ordinateurs, ils doivent encoder tellement de notions que je me souviens, il y a 10, 20, 30, 40 ans, 35 ans, donc c'est qu'on avait notre matériel et on faisait de la médecine, on prescrivait en formule papier et on avait de compte à rendre à personne. Mais maintenant, ils prennent tellement de temps dans l'administration et dans le respect de ce qu'on leur impose, c'est que le côté humain, le côté médical, le côté relation médecin-patient n'existe plus. Et c'est pour ça, en ayant ma compagne infirmière et en étant avec cette fondation médecin, infirmière, pharmacien, je peux dire quand même au public que pendant la crise sanitaire, depuis le mois de mars 2020, les infirmières et les autres soignants n'ont jamais abandonné leurs patients. Ils n'ont pas répondu aux patients faites votre toilette vous-même, restez chez vous avec votre toilette. Non, non. Ils ont été au combat, ils ont bravé ce Covid aussi. Alors pourquoi un médecin généraliste ou un médecin tout court doit rester chez lui, ne pas réaliser son travail de prise en charge d'un patient âgé, alors que les autres soignants, les ambulanciers, les infirmières, les kinés ont fait leur travail à domicile. Et c'est domicile
ce sont les EHPAD, donc dans les maisons de repos, et dans les hôpitaux, c'est ce côté humain, ce côté, vraiment, cette relation de dire je dois aider quelqu'un en souffrance, je dois aider quelqu'un en détresse, qui a complètement disparu pendant cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, Huguette parle bien même de l'enterrement. Comment est-ce qu'on peut enterrer des personnes sans vêtements, sans contact avec la famille? Comment est-ce qu'on peut imposer? Nous avons une personne âgée qui habite pas loin d'ici, qui a été interdite d'aller voir son épouse à l'hôpital pendant 3 mois parce qu'elle était avec la Covid. Il ne pouvait même pas lui faire un signe à travers le carreau, rien du tout. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment déshumanisé on va dire, cette pandémie ou cette épidémie. Enfin, en tout cas, mais ça a été une déshumanisation terrible que j'ai jamais connue dans les épidémies de grippe, parce qu'on a quand même lutté contre des grippes. J'ai quand même rencontré pas mal de méningites, des infections graves à domicile, de septicémie, et on n'a jamais imposé quoi que ce soit par rapport à ces maladies graves, aussi graves, si pas plus, que celle du Covid avec pneumonie, puisqu'on ne m'a jamais imposé de mettre des masques, on ne m'a jamais imposé de mettre des gants, on ne m'a jamais imposé de ne pas aller voir des patients grippés, alors qu'on l'a vu encore il y a quelques semaines, une grippe mal soignée ou une méningite mal soignée ou quelle que soit l'infection grave mal soignée, ça donne le même aboutissement, c'est le décès. Donc, la nouvelle génération, elle a tellement la confiance au système qui nous dirige qu'il n'y a même plus ce côté, tiens, je vais faire une espèce autocritique. On ne fait pas d'autocritique. On dit, tiens, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que je fais bien en écoutant? Mais non. Et c'est pour ça que maintenant, des moments où un patient âgé téléphone à son médecin généraliste, je parle en général, donc d'une manière quand même pas si rare que ça, mais si vous avez 40 de température, il va vous envoyer aux urgences. Si vous avez tel ou tel problème, il va dire allez à l'hôpital. Mais moi, on est une génération où à domicile, que ce soit une pneumonie, que ce soit un diabète, que ce soit n'importe quelle maladie de médecine générale, on allait en première ligne faire un bilan, faire les premiers examens, les premiers traitements. Et c'est pour ça que, oui, maintenant, les hôpitaux sont tellement saturés parce que les gens vont directement à l'hôpital sans cette première ligne. Voilà, donc on a des châteaux maintenant sans rempart. Sans rempart. Tout à fait. Tu nous donneras des petites nouvelles concernant ta situation par rapport au Conseil de l'Ordre, parce que je sais que tu as des déboires. Mais oui. Je voudrais auparavant qu'on revienne sur le cas de Edmond, parce que Edmond, tu nous l'as souvent présenté, et c'était vraiment un plaisir de voir ce vieil homme que tu as sorti des griffes de l'hôpital, et je pèse mes mots, parce qu'ils avaient décidé de le faire mourir. Oui. Et finalement, il a survécu, il était même en pleine forme, et puis il est arrivé quelque chose après. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, donc Edmond est le cas le plus typique, puisqu'il mélange le domicile, l'hôpital, et donc c'est important. Donc ça veut dire que pendant cette crise sanitaire, en 22, donc en décembre 2022, Edmond et son épouse avaient donc la Covid à domicile. Les infirmières ont pris peur, donc ils ont arrêté de l'examiner, de faire les toilettes et de prendre des paramètres. Donc il s'est dégradé à domicile et donc j'ai dû contacter les urgences et le faire hospitaliser dans un hôpital donc de Mons. Et Covid, pneumonie, l'oxygène n'est pas bon, il a plus de 80 ans. Donc, il rentre dans un protocole. Le protocole, ça veut dire qu'il est en gériatrie. Ça veut dire qu'il a un traitement minimum, très, très, très peu d'oxygène, pas d'antibiotiques, pas de cortisone. Voilà. Donc, la gériatre, donc le médecin du service, contacte la famille en disant Edmond, il a une Covid, pneumonie, il va mourir. Attendez-vous donc à son décès. Donc, la famille me téléphone, me contacte, et je réponds du tac au tac, comme ça. Si c'est pour mourir à l'hôpital, autant mourir à la maison. Donc, moi, je vais aller le chercher avec une ambulance. Mais j'avais déjà mon idée, bien entendu. J'avais déjà mon idée, c'est que je voulais faire cette prise en charge comme on fait à domicile. Et ils ont dit oui. Donc, ils ont signé une décharge. J'ai été chercher donc avec une ambulance Edmond. À peine dans l'ambulance, je lui fais sa prise de sang, Baxter, donc perfusion intraveineuse d'antibiotiques, oxygène à 8 litres. Donc, vraiment, comme si on était au service d'urgence. Et déjà le soir, j'avais la nouvelle, c'est-à-dire qu'il faisait une infection urinaire, il avait une septicémie, et donc avec le traitement, il allait aller mieux, puisqu'il avait le traitement complet à domicile. Et donc, il a été guéri,
il a vraiment vécu 2 ans. Alors, il était annoncé, un petit peu comme le monsieur de 98 ans, il était annoncé sous le point de mourir. Eh bien, pendant 2 ans, il a montré avec force et courage, un petit peu comme dans le film qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il a toujours été à mes côtés. Il m'a dit, docteur, parce qu'il était d'une politesse, d'un respect, docteur, si vous avez besoin de mon témoignage, je suis là. Et donc, on est allé à Arlon. Il était assis aux côtés du professeur Perron. Il faisait partie des conférences. Et il était heureux, il était content. Et il a vécu 2 ans. Malheureusement, l'acharnement, la cabale, l'harcèlement de certains confrères et de certains citoyens ont fait que l'ordre m'a suspendu 9 mois. Pendant ces 9 mois, donc de novembre 2023 au mois d'août 2024, Edmond a fait en mars une bronchite qui a été soignée de nouveau, très succinctement, de manière distancielle aussi. Et donc, il a eu un diagnostic par son médecin traitant de bronchite. Donc, il a eu un antibiotique lié à cette bronchite et il a continué à se dégrader. Donc, ça veut dire que ils ont appelé l'ambulance, il a été amené aux urgences. Et ça, je parle en quelques jours. Hein. Donc, donc, aux urgences, ils ont fait un scanner, ils ont fait une prise de sang et il a eu un diagnostic de pneumonie. Donc, ça veut dire que, à toi, je ne dois pas le dire parce que tu le sais, mais c'est-à-dire que les auditeurs, que ce soit une bronchite ou une pneumonie, ce sont 2 maladies complètement différentes dans le traitement et dont l'issue de la pneumonie, elle est fatale. C'est le décès si on ne soigne pas de manière optimale. Et bien donc, il avait le mauvais antibiotique, le mauvais diagnostic. Edmond est arrivé donc aux urgences avec ce diagnostic-là. Et malheureusement, il a eu donc droit dans l'horreur la plus totale, c'est-à-dire il a été donc sous l'emprise d'un protocole, le protocole d'une personne âgée d'hôpital. Ça veut dire direction gériatrie. Ça veut dire pas d'oxygène. Ça veut dire pas cette surveillance qu'a droit un homme de 40 ans qui aurait une pneumonie dans les mêmes conditions. Et donc, il est décédé quelques heures après. Donc, c'est un monsieur qui est décédé par privation de soins, par privation de dignité, par un mauvais diagnostic, par un mauvais traitement. Et je pense que toutes ces personnes âgées ont été victimes justement de ce même comportement. Et encore aujourd'hui, la première chose qu'on demande quand on arrive aux urgences, c'est quelle est votre date de naissance, Eric? Quelle est votre date de naissance? Si vous dites 80 ans ou si vous dites que vous êtes né en 40, en 1940, ça veut dire que vous allez aller en gériatrie, vous allez avoir un traitement très, très, très basique. Si vous avez la même maladie grave et que vous avez 40 ans, vous allez aller dans un service médicalisé et vous allez être pris en charge. Et on fait ça pour les ambulances, on fait ça pour beaucoup de services. C'est la date de naissance maintenant qui prime, alors que de notre temps, donc il y a 30 ans, on demandait quels étaient les symptômes et on agissait en fonction des symptômes, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé. Donc, voilà. C'est très regrettable quand même pour Edmond, mais merci en tout cas à lui, pour lui. Merci à toi de lui avoir permis de vivre ces 2 années avec sa famille. Dans tous ces témoignages que tu as dans ce documentaire, il n'y a pas que du médical, il y a aussi, j'ai constaté, du social. Oui. Notamment ce couple qui habitait dans une caravane et qui avait des problèmes de santé. Tu peux nous raconter? Donc, ça veut dire qu'en 2023, on se rend compte qu'on a des personnes sans abri qui n'ont rien à voir avec l'alcool, qui n'ont rien à voir avec des problèmes liés au sans-abritisme. Hein. Donc, ça veut dire des personnes sans abri, âgées, qui avaient l'aide de personnes, alors qu'ils sont dans une grande ville de Belgique, puisque c'est quand même la ville de Charleroi, c'est quand même une ville de plus de 100 000 habitants. Eh bien, pas d'aide on appelle ça les municipales, donc les municipalités en France. Hein. Donc, pas d'aide de personne, mais ils avaient tous les deux diabète et hypertension. Et donc, pas de traitement, pas de médecin, pas d'infirmière, pas d'argent, pas de finances. Donc, ils ont dû faire la manche. Eh bien, ces personnes ont eu 17 mois sans traitement pour un diabète et pour une hypertension. Mais je peux dire, par rapport
au travail de 10 ans que nous menons pour aider ces personnes âgées, c'est qu'il y a beaucoup de maisons insalubres, plus qu'on ne pense, des maisons insalubres où des personnes derrière sont séquestrées, sont violentées, sont maltraitées, sont en privation de soins. C'est terrible, cette maltraitance qui est invisible et silencieuse. Et donc, eux aussi, ils ont voulu témoigner. Eux aussi sont à mes côtés parce que maintenant, ils vont mieux. Oui, ils vont mieux. Mais les dégâts sont faits. Tu le sais comme moi, quand on ne soigne pas un diabète et une hypertension pendant 17 mois ou 20 mois, il y a des lésions qui se sont installées. Et donc, on essaie maintenant qu'ils vivent le plus longtemps possible. Oui, mais maintenant, ils ont récupéré quand même leurs droits. Ils ont des soins, ils ont maintenant des visites médicales et en hôpital aussi. Mais ces personnes sont le long d'une autoroute. Ils étaient dans un endroit où il y avait du passage, il y avait des entreprises, il y avait un laboratoire de prise de sang. Donc, ils n'étaient pas en plein milieu d'un bois. Eh bien, pendant 17 mois, ils n'ont eu aucune aide. Voilà. Et dans le film, il y a aussi une dame qui est séquestrée. Dans le film, il y a aussi une dame de 95 ans, mais qui a été qui a perdu son autonomie parce que des enfants ont décidé de prendre son patrimoine sans son avis, sans son autorisation. Elle a gagné. Oui, j'ai participé à l'expertise médicale. Oui, c'était quand même aussi fatigant. Mais elle a gagné après 20 mois de justice. Donc, c'est quand même terrible que non seulement cette maltraitance existe, mais en plus vis-à-vis des autorités, pas seulement que médicales, des autorités judiciaires, des autorités je vais dire, politiques, ces personnes n'ont aucune aide, aucune protection et aucune, je vais dire, intervention avec rapidité, avec urgence, parce que quand on a 95 ans ou quand on a 100 ans, il ne faut pas attendre 2 ans pour être aidé, protégé ou avoir gain de cause devant les tribunaux, quoi. On en est là aujourd'hui. Alors, comment tu fais concrètement? Parce que ces gens-là, il faut aussi les soins, ça coûte cher. Et si personne ne prend en charge, c'est pas, non, la Fondation Lagardère ne peut pas subvenir à tous les besoins auxquels l'État n'est pas capable de faire face lui-même. La Fondation Lagardère, donc c'est moi, en tant que médecin généraliste, qui suis le responsable, donc le président, et c'est ma compagne qui est infirmière, on est 2. Donc, et on fonctionne tous en tant que bénévoles. Donc, Lagardère ne donne pas d'argent aux personnes qui ont des difficultés. La seule chose, c'est qu'on met en route des solutions d'urgence. C'est-à-dire s'ils ont besoin d'oxygène, ils auront de l'oxygène. S'ils ont besoin de médicaments, on peut les aider. Mais après, par expérience de 10 ans, c'est-à-dire que dès le moment où je découvre une maltraitance, dès le moment où je découvre qu'il y a un besoin urgent d'aide, alors je mets en contact ces personnes avec les responsables qui sont censés s'en occuper. Et donc, ces 2 personnes, par exemple, de Charleroi que je viens de dire, la ville de Charleroi a pris en charge leur santé, a pris en charge leur vie. Et donc, ce qui manque en réalité aujourd'hui, c'est le relais entre une maltraitance qui existe, qui est silencieuse, qui est vraiment invisible. Il faut la détecter, cette maltraitance, et mettre en relation alors tous les organismes qui existent pour les aider. Et grâce à cette crise sanitaire, je dois quand même le souligner. Pourquoi est-ce qu'on a vu plus de 10 000 personnes à travers la Wallonie et en France et au Luxembourg? C'est parce qu'avec les réseaux sociaux, notamment avec aussi les émissions que tu as faites, c'est qu'on a eu un élément capital que je disais pendant l'émission, c'est ce côté humain. On a eu beaucoup d'infirmières, beaucoup de soignants, beaucoup d'aides-soignants, beaucoup d'ambulanciers qui ont travaillé de manière bénévole, un petit peu comme le Réinfo Covid a fait, un petit peu comme d'autres associations ont fait, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est-à-dire donner de son temps pour aider les autres sans en avoir un bénéfice financier. Donc aujourd'hui, mon épouse, elle travaille en tant qu'infirmière libérale, d'accord, mais moi, je ne touche rien. Je passe mon temps à essayer de défendre cette dignité auprès des personnes âgées, mais aussi des enfants, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, il y a eu des enfants aussi pendant cette crise sanitaire. Et donc, dans le film, on l'entend bien, il y a même une dame qui a été victime de maltraitance en tant qu'enfant, qui a été victime de maltraitance en tant que femme battue, et alors en tant que… Maryse. Oui, Maryse, c'est ça.
Et voilà pourquoi ce combat, je l'ai à fleur de peau, parce que je le dis souvent, mais donc je ne vais pas m'étendre, mais quand on a vécu soi-même de la maltraitance quand on était enfant, qu'on a vécu la maltraitance de sa grand-mère qui a été placée dans une EHPAD contre sa volonté, et qu'on a eu le suicide de son frère, je pense que non seulement le devoir était d'aider les autres, mais je l'ai dans le sang. Donc, ça veut dire que mon téléphone est toujours à côté de moi. Et s'il faut faire 100 km, comme Malmedy, cette dame en fin de film qui s'appelle Nicole, elle a 96 ans, 97 ans. J'ai fait 200 km, donc 400 km aller-retour, pour aller la soigner d'une pneumonie du côté de Malmedy, donc bien plus loin que Liège. Mais quand l'appel, on sent vraiment une personne en détresse, qui est en pleurs au téléphone, qui est en agonie, qui est asphyxiée par de l'oxygène, on met de l'essence dans la voiture et on y va et on s'est soigné à domicile. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs que j'ai fait sortir de l'hôpital puisque le traitement, il était paracétamol et rien d'autre. Et là, on a les dossiers médicaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis content de faire cette émission parce qu'on n'est plus dans les mêmes conditions qu'en 2020, 2021, 2022. Ça veut dire que maintenant, il y a des dénonciations qui ont été déposées auprès du procureur du roi parce qu'il doit faire des enquêtes. Ce n'est pas normal qu'on soit médecin et qu'on refuse d'assurer des soins sans apporter une solution. Maintenant qu'on dit « je ne viens pas », c'est une chose. Mais on peut dire, je ne viens pas, mais appeler l'ambulance ou aller à l'hôpital ou faut trouver une solution de continuité des soins. Ici, c'est, je ne viens pas, tu ne viens pas, débrouille-toi. Et donc, ça veut dire, ces personnes sont décédées sûrement dans l'horreur la plus terrible, et d'ailleurs dans des maisons de repos, dans des EHPAD en Belgique, mais ils ont été mettre jusqu'à des oreillers pour ne pas entendre les personnes gémir. Et voilà pourquoi en France, et pas en Belgique, mais en France, ce droit à la vie a été complètement supprimé par l'instauration de traitements en injection comme le Rivotril et d'autres traitements pour abréger la vie. Donc, ce monsieur de 90 ans là, qui est encore vivant aujourd'hui, s'il avait été dans les conditions françaises, il aurait eu une injection parce qu'on était convaincu qu'il devait mourir. Donc, ce sont des erreurs médicales terribles. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, toi, tu vas mourir et non seulement tu vas mourir, mais je vais moi-même abréger ta vie. Alors qu'un autre diagnostic avec un traitement adéquat fait qu'aujourd'hui, ils sont toujours vivants, sans séquelles. Ce monsieur vit aujourd'hui sans oxygène. Il n'a aucun Covid long. Il n'a aucun Covid long. Donc, c'est quand même, ce Covid long est quand même quelque chose. Et c'est là un petit peu que je voudrais quand même apporter cet élément, c'est qu'on parle beaucoup pendant ces crises sanitaires de décès. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut être attiré par les décès. Il n'y a pas eu plus de décès que les autres années. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont des complications longues, profondes, liées à ce non-traitement. Et voilà pourquoi quand on dit Covid long, pour moi, c'est un Covid qui n'a pas été bien soigné, qui n'a pas été bien diagnostiqué. Et on peut parler de la même chose des injections. Donc, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas les morts, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont victimes du fait d'avoir eu des privations de soins et donc des lésions qui se sont installées. Il y en a beaucoup qui sont sous oxygène encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'artères qui se sont bouchées, qui sont thrombosées, et c'est la même discussion qu'avec les injections, quoi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens en souffrance aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui a été mal gérée. Tu as parlé tout à l'heure du Rivotril. Ce sera l'objet d'une émission probablement la semaine prochaine. Non seulement sur le Rivotril et ce qui s'est passé durant la crise Covid, notamment dans les EHPAD, mais aussi tout ce qui se profile actuellement avec le projet fin de vie, euthanasie et suicide assisté qui doit passer à l'Assemblée en France bientôt. Donc on va en revenir parce qu'il y a du nouveau, il y a du lourd, il y a un véritable scandale qui est derrière et on n'hésitera pas à mettre les pieds dans le plat sur TVADP avec mes prochains invités, ça je vous promets. Alors, tu as parlé de maltraitance et on a bien vu qu'il y a deux manières de l'écrire dans tout ce documentaire. Il y a la maltraitance en un mot, notamment toutes ces personnes qui vivent dans des conditions insalubres et pour lesquelles on ne respecte pas la dignité, on essaie de la piétiner. Et puis il y a la maltraitance, c'est-à-dire que là, il s'agit réellement de nos confrères qui ne traitent pas correctement les patients.
Et il y a même des histoires qui dépassent le cadre du Covid. Et je pense que si je me bonne mémoire, c'est même le premier témoignage où il s'agit d'un retard au diagnostic qui est absolument préjudiciable. Un homme qui se plaignait de douleurs au ventre, qui va voir son médecin, qui refuse de faire des examens, refuse de s'occuper de lui. 8 mois plus tard, on lui détecte un cancer métastatique du pancréas. Donc là, on est réellement dans le domaine de l'erreur médicale et de la maltraitance. Cette personne était mal soignée. Et ces deux cas de maltraitance font que j'ai déposé en janvier 2024 donc une dénonciation judiciaire donc devant monsieur le procureur du roi. Nous sommes maintenant en mars 2025 et l'épouse n'a toujours pas été entendue. Donc on est à plus d'1 an de dénonciation et la justice, elle dort ou elle ferme les yeux. C'est là le problème, c'est que cette maltraitance en un ou en deux mots font que ces personnes sont impunies. Donc, ça veut dire que, et Huguette le dit bien aussi, hein, donc elle a perdu son mari de maltraitance dans les deux sens du terme aussi. Et donc, comment est-ce possible, Éric, qu'avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, nous avons des prises de sang qu'on sait faire de manière complète à domicile. On sait faire les dédimères, donc pour voir le risque de thrombose. On sait faire le risque d'infection. On sait faire les marqueurs cardiaques. On peut doser les marqueurs, je vais dire, tumoraux, donc les cancers. On peut tout faire. Avec 5-6 tubes, on a un bilan de santé complet à domicile. Mais quand même, quand on a un cancer qui démarre ou des marqueurs qui apparaissent et qu'il est encore temps d'agir, il est encore temps d'opérer un cancer du pancréas de quelques mois, mais ce n'est pas le même qu'un cancer du pancréas de quelques années ou de plus longtemps. Donc, de grâce, comment se fait-il que le médecin, quel qu'il soit, n'est pas à la recherche d'un diagnostic avec les éléments qu'il a à sa disposition? J'ai une dame de plus de 80 ans, il y a 3 semaines d'ici, qui est venue ici me consulter. Elle est épuisée, elle est fatiguée, elle a du mal à respirer. Son médecin traitant dit que c'est son cœur qui est usé, qui est épuisé. L'hôpital qui le suit dit bon, c'est l'âge, madame. Et pourquoi est-ce que le docteur Bouillon il fait une prise de sang qui voit qu'il y a une hyperthyroïdie? Pourquoi est-ce que le docteur Bouillon dit s'il y a une hyperthyroïdie, on va quand même faire un scanner du thorax? Et pourquoi ce scanner du thorax nous montre un goitre, mais alors un goitre qui est en train de dévier la trachée? Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ces deux examens-là quand il y a un diagnostic à retrouver? J'ai horreur, Éric, qu'on dise parce qu'on est âgé, on ne fait pas de mise au point. Parce que ça, c'est le droit à la vie. Ce n'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on doit laisser mourir les personnes en privation de soins. Comme un enfant, d'ailleurs. Nous avons ici des exemples dans la région où un enfant, avec ses parents, arrive aux urgences parce qu'il fait de la température et il ressort des urgences avec le diagnostic de grippe. Et le soir même, il décédait d'une septicémie parce qu'on est passé à côté d'une appendicite, parce qu'on est passé à côté d'une infection plus grave. Donc, tant qu'on n'a pas le diagnostic, et ça, c'est ça le message que je veux dire aujourd'hui, c'est que devant une infection, non seulement il faut faire un diagnostic quand on a des symptômes, mais il faut aussi fortifier son système immunitaire en préventif. La prévention n'existe toujours pas aujourd'hui, ni pendant la crise sanitaire. Or, notre système immunitaire, quand on est âgé, il faut d'abord l'améliorer, le booster par des éléments, par des aliments qui sont riches en certaines oligo-éléments, ces minéraux, vitamines et tout. Et il y a des compléments aussi. Et nous, on le voit, on a quand même plus de 10 000 prises de sang depuis 2020 qui montrent que quand la personne a un taux, je vais dire, bien dosé en vitamine D, en zinc, ou qui prennent de la vitamine C, ils ont des infections bien moins sévères que s'ils ne prenaient rien. Parce que quand on fait une prise de sang, la vitamine D, elle devrait être remboursée chez tout le monde. Parce qu'un manque de vitamine D est un risque, je dis bien un risque, de faire des lésions, des infections sévères. C'est tout con, c'est tout bête. Et quand on est en Belgique, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de ci, il n'y a pas là, on mange mal, on boit des sodas, on n'a pas une alimentation bien équilibrée. Mais il faut reprendre en main sa santé en prévention. Et les examens qui sont ici, c'est la même chose. Tu disais tantôt, tout à l'heure, tu me disais, mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux jeunes médecins? Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, le patient lui-même, il doit acheter un tensiomètre, il doit acheter un oxymètre,
il doit acheter un thermomètre et il doit dire, docteur, j'ai 40 de température, j'ai 20 de tension, j'ai ici, j'ai là, venez, au secours. Mais non, la médecine, il y a 20 ans, c'était nous ou l'infirmière qui expliquait aux patients les paramètres qu'il avait. Maintenant, tout le monde s'est rué sur des appareillages pour avoir un diagnostic le plus précis possible. Une pneumonie, un diabète, une hypertension. Combien de patients que je n'ai pas vu pendant la crise sanitaire avec des hypertensions terriblement élevées, ils ne savaient même pas qu'ils avaient 20 de tension, ils ne savaient même pas qu'ils étaient diabétiques. Mais c'est ça la médecine d'aujourd'hui. C'est d'abord écouter le patient, essayer de gérer ses symptômes et surtout lui apporter l'information qu'il a besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme diagnostic, qu'est-ce qu'il a comme maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Si maintenant vous dites, vous avez mal au ventre et vous avez une névralgie intercostale, sans examiner, sans faire une échographie, sans faire des examens non invasifs, donc ça veut dire non douloureux, qui sont des examens de base, mais non, on ne fait même plus ça. Et s'ils ont besoin d'un cardiologue ou d'un ophtalmologue, ils doivent attendre 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Ça aussi, c'est encore une autre aberration de la médecine d'aujourd'hui. Des personnes n'ont plus un rendez-vous dans des délais, je vais dire, respectables, pour dire ainsi. Vous avez mal dans la poitrine, vous attendez 3 mois pour avoir un rendez-vous. Ça ne va pas, ça. On va, si tu veux bien, David, écouter un autre témoignage, c'est celui de Salvatore. Alors, oui. j'ai beaucoup aimé, il m'a bien amusé, et tu vas voir pourquoi, parce que là, il revient sur l'histoire Covid. Il faut quand même se rappeler où on en était à cette époque, en 2020 et 2021, où tout le monde avait la trouille. Lui-même parle dans les hôpitaux de scaphandres. Écoutez bien tout ce qu'il dit, parce que ça va nous replonger dans le contexte. Lui, au moins, n'était pas dupe comme toi. Alors, on va l'écouter et on revient après. Allô, la régie, on passe Salvatore, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'elle a réagi, ils sont endormis, ça y est, à tout de suite. Ils n'ont pas eu cette prise en charge précoce. Alors, évidemment, tu l'as dit, c'est que dès que tu es arrivé, on a fait le test antigénique, on a fait le PCR et on a fait la prise de sang qui a montré qu'il y avait une infection. Mais malheureusement, on était limité à 12 litres au centre. Et en tout cas, je peux te dire que j'ai eu du mal à te convaincre. Mais c'est normal que j'ai eu du mal à te convaincre puisque tu avais déjà été aux urgences à plusieurs reprises. Les médecins qui ne répondent pas, ça donne un moral vraiment défaitiste. Hein, et on a peur d'aller à l'hôpital. Et c'est pour ça que j'ai pris l'appel personnellement. J'ai eu le médecin des urgences au téléphone qui m'a garanti que tu n'allais pas aller en gériatrie ou ailleurs. Tu as été aux soins intensifs de Saint-Luc. Exact. Et tu as bénéficié aussi de l'ensemble du traitement. Tu as même eu aussi des anticorps, je pense. Hein. C'est ça, oui. Très bien, oui. Et j'ai eu affaire au docteur Laterre. Docteur Laterre, qui lui aussi s'est promené dans le service sans masque, alors que tout le monde avait un scaphandre. Lui, il s'est promené sans masque. Il a traversé ça comme vous avez traversé, vous, le Covid. Oui. Alors que tout le monde était terrorisé. Moi-même, je dois dire que j'ai côtoyé une 50aine de personnes pendant que j'étais infecté, mais que je ne le savais pas. Et donc, j'ai vécu une vie presque normale. J'étais mal, mais je faisais quand même face à tous mes engagements. Notamment, j'étais à l'ouverture d'une pizzeria. Et là, tout le monde s'embrassait, tout le monde se tenait, tout le monde... Mais après, quand je suis que j'étais positif, j'ai téléphoné à tout le monde. J'ai essayé de contacter le plus de personnes possible. Il n'y en a aucun qui était positif, bizarrement. Alors que moi, je l'étais. Ma femme, elle a dormi avec moi pendant qu'elle me soignait. Mon fils est resté à la maison, il a abandonné sa famille, il est resté chez moi pendant une semaine, dormir sur le fauteuil à côté de moi. Il n'y a personne qui était positif à part moi. Mais alors, Salvatore, avant 2020 et aujourd'hui, on ne teste quasiment plus personne. Et donc, que ce soit une grippe ou que ce soit la Covid, de toute façon, ce qu'il fallait faire, c'est que des moments où tu as eu du mal à respirer, des moments où tu as eu des symptômes, c'était de t'examiner, d'avoir une prise en charge complète.
c'est-à-dire la saturation, la tension artérielle, une prise de sang complète qui confirme que tu avais bien une infection. Et puis après, on soigne, on traite et on guérit. Et il ne faut pas aller à l'hôpital alors. Mais Voilà, malheureusement, merci, on va arrêter là. mais il était sorti en état la dernière fois. Alors voilà, ça c'est quand même très intéressant et très amusant. Hein. C'est parce qu'on parle à la fois de l'inutilité des tests, hein, c'était flagrant. Lui était, semble-t-il, positif avec des symptômes, mais tout le monde autour de lui, l'entourage proche, etc., rien du tout, ni même contaminé, ni quoi que ce soit. Donc on sait bien maintenant, c'est quelque chose qu'on ne savait pas à l'époque, mais l'arnaque des tests PCR qui entraînait plus une épidémie de tests qu'une épidémie de malades. Bien sûr. Et on sait aussi pertinemment, et on s'en aperçoit, hein, que la transmission des symptômes Covid n'était pas aussi flagrante que ce qu'on aurait voulu nous faire croire, comme si ça avait été un dangereux virus qui circulait sur la planète. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire sur l'histoire de Salvatore? Et puis après, ce que je te propose de faire, c'est qu'on termine avec le générique de fin de l'émission, de ton émission, parce que je trouve que il est grand, il est valable, puisque tu vas nous réciter le serment d'Hippocrate, dont on s'aperçoit il a une grandeur d'âme dans ce serment, et que beaucoup de nos confrères, particulièrement nos jeunes confrères, devraient le lire, le relire et même l'inscrire sur leur table de chevet. Surtout devant les victimes. Surtout devant les victimes. Quand on fait le serment devant les personnes qu'on a sauvées, c'est terrible. Et donc oui, l'histoire de Salvatore, elle est terrible, mais je veux dire peut-être 30 secondes en plus. C'est qu'en 2021, quand on a commencé à avoir des milliers de prises de sang avec des anticorps Covid et tout, j'avais fait une conférence de presse à l'époque en disant, mais comment se fait-il qu'il y a tant de Covid, il y a tant d'anticorps et qu'on ne soigne pas les personnes qui avaient des Covid sévères avec les anticorps naturels liés au groupe sanguin. Et là, le commissaire Corona, à l'époque, m'avait donné raison, il m'avait salué mon étude et il me dit, ben, c'est une histoire, c'est un problème politique. Donc, je continue encore à taper avec le marteau en disant, cette crise sanitaire, elle est politique. Elle est politique. Et malheureusement, les médecins se sont laissés faire. Ils ont perdu la maîtrise de leur médecine, la maîtrise de leur diagnostic, la maîtrise un petit peu de cet amour pour le patient, de cette relation médecin-patient. Et donc, dans le serment qu'on va entendre, la phrase qui est le plus importante dans cette crise sanitaire et qu'il fallait suivre, c'est-à-dire qu'il fallait jamais céder, même sous la contrainte. Ça veut dire que ces droits fondamentaux devaient toujours être conservés, cette dignité, ce droit à la vie, cette intégrité devait toujours être maintenu, même avec une contrainte de vouloir laisser mourir les gens. C'est ça le problème, c'est ça la plus grosse conclusion. Et donc, je voudrais dire quand même aux auditeurs de ne pas oublier cette journée internationale donc du 24 mars. Le 24 mars, c'est une journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne donc les violations flagrantes donc des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Donc, ça veut dire ça touchera tous ceux qui ont été victimes de maltraitance avec ou sans traitement, mais c'est une journée très importante ce 24 mars. Et je fais d'ailleurs une conférence de presse ce jour-là. Très bien, merci David. On va rester là pour cette émission. Ce que je propose que l'on fasse aussi, chers amis, c'est que dans les différents commentaires qu'on aura sur VK, sur YouTube, sur TVADP, on remettra le lien de ce documentaire. Ok, c'est gentil. Bon. Je pense que je te promets d'être à Paris avec toi le 4 avril. Hein. Ah, ce serait gentil. Ouais. Petit rappel, donc, avant qu'on se quitte, donc le 13 mars, devant l'Agence nationale de sécurité du médicament à Saint-Denis, place Pleyel. Et si vous voulez me soutenir, me donner un petit coup de main, ne serait-ce que par votre présence, ce serait le 4 avril devant le siège du Conseil national de l'Ordre des médecins pour l'audition suite à l'appel que j'ai demandé après ma condamnation il y a 2 ans. À très bientôt les amis, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Écoutez bien le serment d'Hippocrate et le générique de fin, vraiment ça vaut le coup et n'hésitez pas à diffuser cette émission. À bientôt les amis, portez-vous bien. Je deviens membre de la profession médicale. Je prends l'engagement solennel d'œuvrer toujours de mon mieux pour une médecine de qualité au service des personnes et de la société. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme la priorité.
J'informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au plus grand respect de la vie humaine. Je ne permettrai pas que des conditions d'âge, de maladie ou de handicap, des convictions philosophiques, des considérations d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Je respecterai les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect de la reconnaissance qui leur sont dus. J'actualiserai et partagerai mes connaissances médicales au profit du patient. Ne dépasserai pas les limites de mes compétences et contribuerai autant que possible au progrès de la médecine. J'utiliserai de manière responsable les moyens que la société met à disposition et j'œuvrerai pour des soins de santé accessibles à tous. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Je fais ces promesses sur mon honneur, librement et solennellement. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Bertha von Suttner.